Ben, voilà, si tu veux te placer là, ça serait mieux. Ben oui, on est dans le Ouais, prends l'autre chaise. Ah ben, ok. Parce que l'idéal, c'est ça, c'est que Nassim regarde. Oui, c'est vrai, on entend tout le monde. Ah oui. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en présence de Nassim Haramein. Comme vous voyez, c'est un être humain comme tout le monde. Et il mange. Il mange. En fait, j'ai arrêté de manger pendant 3 ans, à un moment donné. Oui, vous avez dit ça. Êtes-vous végétarien? Je l'étais, mais depuis quelques années, j'ai recommencé à manger un peu de viande puis du poisson. Oui. Ben, vous ne trouvez pas qu'on a une dentition qui est omnivore, donc c'est un peu normal qu'on mange un peu de viande aussi, hein? Oui, ça aussi. Dents, oui, c'est ça. Mais de toute façon, je pense qu'en fait, c'est pas nécessairement très important ce qu'on mange ou mange pas. Mais il faut faire attention à ce qu'on mange. Mais c'est surtout la relation qu'on a avec la bouffe, puis comment on reçoit la nourriture et comment on l'intègre dans son corps. Ouais. Les grandes questions qui me restaient à vous poser l'autre jour, quand on s'est quitté à la fin de l'entrevue, c'était de vous amener sur la piste délicate du phénomène extraterrestre. Parce que vous m'avez dit, on n'a pas parlé des inventions ou des nouvelles technologies que vous êtes en train de développer et qui nous permettraient de sortir de la Terre, comme vous nous avez dit. Et là, j'ai dit, OK, quitter la Terre, c'est nous, on peut le faire. Pensez-vous qu'il y a d'autres civilisations dans l'univers? Bien, c'est sûr. Ben oui. Et surtout que maintenant, on découvre de plus en plus que les plupart des soleils, les plupart des étoiles ont des planètes. Et que surtout que n'importe où on regarde dans l'univers, on ne trouve pas d'endroit où il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'on trouve de l'eau même cristallisée entre les galaxies. On trouve de l'eau un peu partout. En fait, on a de la misère à trouver un endroit où il n'y a pas d'eau. Donc, l'eau, c'est pas rare dans l'univers. C'est très commun. Quelle serait la réaction de Nassim Haramein face à la manifestation officielle du phénomène extraterrestre? Il est à peu près temps. Ce serait ma réaction. Mais quelles recommandations vous feriez aux autorités des gouvernements qui vont peut-être être paniqués ou complètement dépassés par l'événement? Qu'est-ce que c'est que Nassim Haramein donnerait comme recommandation au public, à la population, et peut-être aussi aux autorités? Imaginez, là. Oui. On découvre qu'il y a des signaux radio. L'information arrive, ça déboule, parce que du jour où on approche de la Lune, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'on mette les pieds sur la Lune. Oui. Alors, le jour où ils vont approcher de la Terre, ça ne prendra pas beaucoup de temps pour qu'on soit sensibilisé, on soit informé, puis à un moment donné, et là, comment on va réagir? Oui. Comment j'ai de la difficulté à répondre à ta question parce que c'est mon expérience que ça fait très longtemps qu'il y a déjà eu des contacts. Et c'est mon expérience aussi, et puis ça c'est des expériences directes, il y a beaucoup d'agences dans les gouvernements qui sont très conscients de cette présence extraterrestre et qu'ils ont eu beaucoup d'interactions. Déjà d'interactions avec les extraterrestres. Donc, c'est la façon que ça va devenir public. Ça, c'est une autre chose. J'ai l'impression que la sensibilisation du public à la possibilité de la présence extraterrestre est critique pour que ça puisse devenir un concept puis une expérience directe, universelle ou mondiale. Et parce que c'est très dangereux d'approcher une civilisation qui n'est pas prête à recevoir. Dangereux pour la civilisation inférieure. Dans le cas présent, c'est nous les humains sur la Terre. Dangereux pour la civilisation inférieure et aussi pour la civilisation supérieure, c'est-à-dire que
c'est pas nécessairement facile, puis il y a beaucoup d'évidence que les gouvernements, ça fait longtemps qu'ils sont en guerre avec certaines fractions des sociétés extraterrestres. Et donc, vous savez, puis tout ça, ça peut paraître vraiment science-fiction et tout ça, mais je vous assure que je dis pas ça à partir de théories qui sont basées dans ma tête, mais de faits directs. Et puis en fait, si quelqu'un fait de la recherche et qui font sa recherche de façon sérieuse, les conclusions ne peuvent pas arriver à ce que je viens de dire. Vous parlez très rarement de ce sujet-là, hein, ou je dirais même à peu près jamais. Oui, je parle très rarement de ce sujet parce que c'est un sujet très tabou. C'est plus facile de parler du sexe ou ou de la guerre ou de faire des films où les gens se tuent que de parler de la présence extraterrestre sur notre planète. De manière sérieuse. De manière sérieuse. Et les gens ont tendance à ridiculiser ça, alors que l'évidence est vraiment là, les faits sont vraiment là, puis l'évidence n'est pas seulement là pour les temps modernes, mais aussi pour les temps très anciens. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des émissions de télévision qui sont sorties depuis quelques années, Ancient Alien et tout ça, où il y a des recherches très sérieuses qui ont été faites dans les anciennes civilisations qui démontrent que il y a pu avoir une présence extraterrestre sur notre planète il y a très longtemps. Et où j'allais avec mon exemple il y a des planètes autour des soleils et il y a de l'eau un peu partout. L'évidence pointe que la vie n'est pas quelque chose de rare dans l'univers, mais que la vie est probablement très commun. C'est-à-dire que l'univers a beaucoup de civilisations dedans et l'idée que toutes les civilisations seraient moins avancées que nous est une idée vraiment ludicriste, qui n'est pas ridicule, qui n'est pas basée sur des concepts rationnels. C'est-à-dire que notre évolution, elle s'est faite très très vite. En 150 ans, on est passé des chevaux à des dirigeables, et puis aujourd'hui les fusées sur la Lune, et puis même dans l'espace. Oui, exactement. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des civilisations, même dans notre galaxie, où il y a des milliards et des milliards de soleils, qui ont probablement des milliers d'années d'avance sur nous. Et si c'est pas des millions, exactement. Et pour eux, faire un voyage vers la Terre, c'est probablement similaire que pour nous rentrer dans un avion puis aller en Australie. Et c'est pas parce qu'on a de la misère à se l'imaginer que ça n'existe pas. Et quand on connaît la physique quantique avec l'intrication, instantanément d'ici aux confins de l'univers, il y a une réaction. Et on pourrait peut-être apprendre un jour comment devenir esprit, être rendu à l'autre bout de l'univers et puis se rematérialiser, ou en tout cas, la conscience est rendue là-bas. La conscience, je travaille avec un groupe en Europe de scientifiques de tous les domaines sur les ovnis et la conscience. C'est un livre, d'ailleurs, un collectif qui vient d'être fait et qui est chapeauté underground par Jacques Vallée. Je sais pas, vous connaissez Jacques Vallée? Non. C'est un type qui est physicien, astrophysicien, et qui travaille aux États-Unis maintenant, mais il vient de France. Et dans le film Rencontre du troisième type, Close Encounter of the Third Kind, le monsieur qui est français, là, c'est joué par Truffaut. C'est Jacques Vallée, le vrai personnage. Oui. Là, je vous le replace, là. OK. Il était beaucoup associé à Alan Hynek dans le temps, que j'ai reçu sur mes émissions. On a eu l'occasion d'aborder le sujet. Car vous me dites que vous avez une connaissance du phénomène extraterrestre. Avez-vous eu des expériences? Oui, quand vous dites direct, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai eu des expériences plusieurs fois dans ma vie avec des rencontres directes avec des êtres extraterrestres. Okay. Matériel comme lui ou spirituel?
matériel comme lui. OK. Quelques de ces expériences-là ont été witness, comment on dit witness? Témoin par ma mère Ah oui. quand j'étais jeune. Okay. Vers quel âge? J'avais l'âge de 7 ans à peu près. Avant votre expérience dans l'autobus scolaire, là? Avant l'expérience Oh, dans l'autobus. bon. Alors, dites-moi dans quelles circonstances. Ça m'intéresse parce que je travaille beaucoup avec les contactés, mais des vrais, là. Ah oui? Et je suis dans des réseaux ufologiques à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, pour saisir la réalité. Et d'apprendre aujourd'hui que Nassim Haramein l'avoue en public. Vous êtes d'accord, on va le diffuser. Mais en très bas âge, et c'est normal. C'est très souvent comme ça que ça commence, très jeune. Très jeune, oui. Ouais. Et Comment ça s'est passé? pendant un mois, presque toutes les nuits, ces gens-là, même pour moi c'était normal parce que, c'était normal. Je ne savais pas que ça arrivait pas à tous les enfants. Donc j'avais pas un concept que c'était anormal d'avoir des visitations comme ça la nuit. Et ils étaient très gentils avec moi. J'ai eu des très bonnes expériences. Donc j'avais aucune peur. Et À quel endroit? C'était à la maison? c'était à Montréal. Oui, mais à la maison, À la maison. en oui. pleine ville. En pleine ville, oui. Ok. Et ils utilisaient une technologie où ils pouvaient passer à travers le plafond directement. Et ils apparaissaient dans le corridor entre la chambre et ma chambre. Et c'est pour ça que ma mère les a vus. Et puis ma mère, vous savez, elle est italienne et surtout dans le temps italienne catholique, c'est pas le genre à inventer des extraterrestres. Et donc ça a été un peu Mais ça a dû quand même vous faire travailler le cerveau pour essayer de comprendre comment des êtres, vous dites matériels comme lui, qui passent à travers le plafond, c'est spécial. Là. Il faut essayer de comprendre. Ouais. Est-ce que c'était des êtres lumineux ou vraiment matériels, physiques, que vous pouvez toucher? Oui, c'était des êtres matériels que vous pouvez toucher. Mais Est-ce que vous les avez touchés? Est-ce qu'ils vous ont touché? Oui, absolument. Comme serrer la main, là, puis Oui, c'est du monde physique. Est-ce qu'ils vous parlaient avec une voix ou ils vous parlaient par télépathie? Il me parlait par télépathie. Okay. Mais c'était tellement fort que c'était difficile. Au début, je me suis pas rendu compte qu'ils utilisaient pas leur bouche ou qu'ils utilisaient. La voix venait tellement fort dans votre tête que c'était comme s'ils vous parlaient directement. Qu'est-ce qu'ils avaient comme apparence? Ils étaient minces, très minces, presque translucides. Leur peau était presque translucide. Okay. On voyait... Comme dans le film artificiel de Steven Spielberg, à la fin, là, quand il trouve le petit bonhomme, là, intelligence artificielle, ils sont comme minces et presque translucides. Oui, quelque chose dans le genre. Il vient de s'asseoir avec lui sur le lit. Oui, là. je me souviens vaguement de ça, okay. Mais quelque chose dans le genre, et ils étaient assez grands, puis des très grands yeux noirs. Et dans le temps, il n'y avait pas ces... Maintenant, il y a des stickers de ce genre de figures partout sur les voitures. Il les appelle des short grays, hein? Ouais. Les petits gris, là. Oui, mais ceux que j'ai vus, c'était pas tout à fait ça. Ils étaient plus grands, oui. Ouais. Et... mais est-ce qu'ils étaient habillés avec des vêtements? Ça n'existait pas tous ces... C'est pas comme si je l'avais imaginé, vous savez. Ouais. Et... oui, ils étaient plus grands. Puis... est-ce qu'il y avait des vêtements? Oui, ils avaient c'était très... comment on dit? Collant à leur corps. Oui. Comme un collant sur tout leur corps. Okay. Et qui arrêtait avec des manches qui arrêtaient au poignet. Quelle couleur? Presque la couleur de leur peau. En fait, presque exactement la couleur de leur peau. Quelle couleur? Comme
translucide blanc, rose, couleur un peu gris. OK. Ouais. Dans l'intelligence artificielle, ils mettent plutôt bleuté un peu, là, mais bleu transparent, blanc. Celui-là n'était pas bleu. Non. Non. OK. Et donc, j'ai... Et qu'est-ce qu'il venait faire avec vous pendant un mois? Il vous enseignait des choses? Il parlait pour... J'ai pas eu l'impression qu'il m'enseignait quelque chose parce que... Mais je ne sais pas parce que premièrement, le fait qu'il passait à travers les murs ou à le toit, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espace entre les molécules. Ben oui. Et que le concept qu'on peut passer un objet à travers un autre objet est possible. C'est pas tellement complexe de penser que ça pourrait se faire. Par exemple, il y a des choses qui arrivent dans les tornades où il y a des objets qui sont retrouvés, un intriqué dans l'autre, qui sont complètement incroyables. Comme un clou intriqué dans une fenêtre, la fenêtre n'est pas cassée, des trucs comme ça. Mais en tout cas, quand il venait, il me prenait, tout ce que je me suis souvenu la plupart des nuits, c'était que il me prenait, il m'amenait, puis il me ramenait, mais je ne me souvenais pas du moment entre les deux. C'est resté peut-être dans vos subconscients. Il y a des techniques par l'hypnose, je sais pas. Oui, j'ai jamais voulu faire l'hypnose parce que je sens, je veux que ça soit conscient. Et aussi, la dernière nuit qu'ils m'ont ramené, je leur ai piqué une crise d'un enfant de 7 ans, puis je pense qu'ils n'étaient pas habitués d'avoir des enfants de 7 ans qui piquaient des crises. Parce que à chaque fois qu'ils me redescendaient, ils me passaient, ils m'effaçaient la mémoire de mon expérience. Et et donc j'étais un peu confus. Est-ce que j'imaginais ces expériences ou est-ce que j'imaginais pas ces expériences? Et donc, j'avais parlé à ma mère de ça, et ma mère se souvient de mes questions à propos de ça, puis elle m'avait dit de garder ça à moi parce que j'allais à l'école avec les sœurs, puis tout ça, puis c'était pas le temps de parler de ça. Mais j'avais aussi, la dernière nuit, je leur ai demandé, je leur ai piqué une crise, puis je leur ai demandé de pas effacer ma mémoire pour pas que je sois confus à propos de mon expérience. Et donc, ils m'ont pas effacé ma mémoire, donc c'est la seule nuit que je me souviens qu'est-ce qui s'est passé entre quand ils m'ont pris, puis quand ils m'ont... Puis je me souviens pas de toute la nuit, je me souviens juste de quelques moments. Et... Sans ça, aujourd'hui, vous vous en souviendriez pas du tout. Ouais. Moi, je me souviendrais toujours qu'ils apparaissaient dans ma chambre, qu'ils venaient me prendre, puis je me souviendrais qu'ils venaient me reposer à la fin de la nuit, mais je me souviendrais pas de ce qui se passait dans le milieu. Mais sauf la dernière, mais peut-être que c'est la dernière parce que on vous a laissé le souvenir. Peut-être. Mais... Qu'est-ce qui est arrivé dans cette fameuse rencontre, cette dernière rencontre? Ce qui est arrivé, c'est que j'étais donc dans une chambre, ce que je me souviens. J'étais dans une chambre circulaire. Il y avait 3 autres êtres dans cette chambre, donc de leur espèce. Et je jouais avec le plancher parce que j'avais 7 ans. Et le plancher, quand on le touchait, il changeait de couleur. Et quand on changeait son état d'émotion, il changeait de couleur avec son état d'émotion où on le touchait. Alors, je pensais à ma mère, il tournait une couleur. Je pensais à mon père, il tournait une autre couleur. Puis je m'amusais avec ça. Puis, tout d'un coup, un des extraterrestres m'a demandé est-ce que tu veux conduire le vaisseau? Et il m'a pas demandé directement comme ça. Il m'a demandé est-ce que tu veux le contrôle du vaisseau? Et je me suis levé et en me levant, ils m'ont donné le contrôle du vaisseau. Et cette expérience-là peut paraître un peu ou très ésotérique pour les gens,
Mais le contrôle du vaisseau se donnait pas en bougeant des boutons ou en un volant. Il se donnait par tout d'un coup, ma conscience de moi était là, mais en même temps la conscience que j'étais le vaisseau aussi. C'est-à-dire, je sentais mon corps, mais je sentais le vaisseau aussi. Puis quand je pensais à regarder quelque part, je voyais à l'extérieur du vaisseau alors qu'il n'y avait pas de fenêtre. Et jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas nécessairement que j'étais dans un vaisseau. C'est-à-dire qu'à 7 ans, j'étais juste dans une chambre ronde. Je ne savais pas où j'étais. Donc, ça m'a choqué parce que quand j'ai regardé en bas, j'ai vu la Terre, j'ai vu l'Europe et une partie de la Russie et de l'Asie. Et je me suis rendu compte qu'on était très haut dans l'ionosphère. Vous étiez parti de Montréal. Oui. Vous étiez déjà rendu au-dessus de l'Europe. Oui, on était je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre les deux, mais en tout cas, quand j'ai pu regarder, on était au-dessus de l'Europe. Et j'ai cru qu'on tombait et que le vaisseau, qu'on était en chute. Et ça m'a fait peur et donc j'ai commencé à hyperventiler. Le vaisseau a commencé à brasser. Ah oui, parce que votre réaction influençait le déplacement de l'OVNI. L'OVNI, hein. Ah ouais. Et les autres dans l'OVNI se sont mis à prendre, essayer de... Paniquer un peu? Non, ils paniquaient pas, mais puis en fait, ils riaient. Ah bon, ok, ça les fait. Mais ils essayaient de se stabiliser parce que tout brassait. Puis ils m'ont dit, ça c'est étrange, mais ils m'ont dit, t'as déjà fait ça. Il l'avait fait mieux probablement. Reste calme, prends un grand respire, puis tout va aller bien. Fait que j'ai pris une grande respiration, puis j'ai senti le vaisseau respirer avec moi et tout s'est stabilisé. Et tout a arrêté de branler. Et ils m'ont dit, pense à bouger vers le haut. Et j'ai pensé à bouger vers le haut et l'OVNI s'est mis à monter parce que je pouvais voir qu'on s'éloignait de la Terre. Puis là, j'ai commencé à penser à tourner à droite, tourner à gauche, en avant, en arrière. Puis c'était vraiment comme tu penses à bouger ta main, puis tu bouges ta main. Tu sais? Aujourd'hui, il y a des jeux vidéo, hein? Oui. Ça marche avec les yeux, puis puis tu le vois bouger. Même des avions de chasse, ils ont des casques, et puis le pilote, c'est ses yeux qui surveillent qu'est-ce qu'il regarde, puis s'il regarde par là, l'avion va aller par là. Oui. Alors, quand vous dites il me parlait, en quelle langue il vous parlait? En français. En français. Oui. Dans ma langue. Oui. Parce que sinon j'aurais pas compris. Mais, oui. Et puis donc, je me suis mis Nassim, madame, je vous arrête 2 secondes, une parenthèse. Moi, je suis ému là, parce que je vis des choses importantes dans ma vie avec le phénomène. Et de votre témoignage, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous pouvez avoir des troubles? Moi, là, je ne le diffuse pas sur Internet all the way. Je le diffuse dans un groupe de gens qui sont déjà inscrits à ceux qui s'intéressent à ça. J'ai des témoignages de gens importants et on garde ça relativement privé. J'apprécie. Bon, vous êtes d'accord qu'on fasse comme ça. Je m'en doutais. Oui. Parce que Mais moi, je n'irai pas en faire l'étalage sur la place publique. Là. j'apprécie. Oui. Parce que je me dis, avez-vous des bons protecteurs? Oui. Bon, ici sur la Terre des humains, mais avez-vous aussi des protecteurs? Oui. Sinon, je ne serais pas ici pour vous parler. Oui. Surtout avec ce que je fais. Oui. Et Parce que ça n'a pas été mes seules expériences. Non, c'est ça. Et même depuis que vous êtes adulte, vous entretenez encore des... Parce qu'on sait qu'Albert Einstein, je parlais d'Albert Einstein moderne, c'est vous ça, on dit que sa bonne, elle allait lui porter des lunchs. Elle entendait du monde parler dans son bureau au 2e étage. Elle frappait, Monsieur Einstein, Monsieur Einstein. Ça se taisait, elle ouvrait la porte, elle regardait partout, il n'y avait personne. Et elle entendait des conversations. Il y avait du monde avec lui. Elle rentrait dans l'appartement, dans la pièce, elle mettait les assiettes, puis il n'y avait personne.
s'en allait. Alors, vos découvertes, vos réflexions scientifiques, sont-elles inspirées ou dirigées ou je dirais, j'allais dire, protégées par ce phénomène, par des êtres? Oui, c'est difficile à dire. C'est sûr que quand moi j'ai l'impression, je peux juste dire ça parce que je me souviens pas des autres nuits, mais j'ai l'impression que la communauté galactique, je les appelle comme ça généralement, est pas nécessairement intéressée à nous donner de l'information, mais à nous aider à nous développer pour qu'on découvre cette information nous-mêmes. Et ça a été mon impression dans toutes mes rencontres. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une rencontre où ils m'ont dit, regarde, on va vous donner cette information-là, ou on va vous éduquer sur la physique, mais juste le fait d'avoir des connexions directes m'ont ouvert l'esprit que il y a des choses qui se passent dans l'univers qui sont plus grandes que juste l'humain, le petit humain sur la Terre. Et ça m'a beaucoup aidé, évidemment, à penser plus grand, à essayer de penser universellement, au lieu de penser très confinement sur la Terre. Oui, de manière limitée. Vous connaissez Nikola Tesla de réputation? Oui. Bon, vous savez que c'est reconnu sans l'ombre d'un doute, et moi j'ai rencontré son fils spirituel qui était au Québec, qui est décédé ça fait longtemps, Arthur Matthews, et qui est en contact avec des extraterrestres. Bon. Et il a même dit lui-même, Tesla, lorsqu'il a fait une démonstration avec Edison et tout ça, et puis là, on dit, bon, c'est ça, il est fou, il parle avec les extraterrestres de Mars ou de Vénus. Tu sais. Là, je pense que vous êtes dans la même lignée. Vous êtes un précurseur, vous êtes quelqu'un qui a avancé des choses qui vont devenir des objets pratiques. Là, hein. Vous dites une technologie qui s'en vient. Là, qui... Oui, c'est sûr. Bon. Et c'est une technologie très importante pour l'humanité. C'est la capacité de contrôler la gravité est très, très importante. C'est un pas très, très culmineux pour notre évolution. Et ça va avoir des effets plus grand même que notre capacité de contrôler les champs électromagnétiques qui nous ont donné pas mal toute notre civilisation moderne, dont Tesla était le précurseur. Oui. Et donc, c'est une étape très importante et ça demande qu'on comprenne l'univers un peu plus profondément, qu'on se comprenne un peu plus profondément et qu'on comprenne les forces qui sont reliées à la gravité, qui ne sont pas séparées des forces électromagnétiques. On dit qu'il y a les trois grandes forces, hein, les trois doigts, là, la loi des trois doigts, là, électromagnétique et gravitationnelle, sont toutes perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Puis on dit souvent que dans le phénomène ovni, l'ovni est très 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 lourd et il descend sur la Terre avec un spin, il ralentit, il se pose. Quand il laisse le spin aller, il pèse sur le sol, ça renfonce tellement c'est lourd. Et quand il part, il tourne dans l'autre sens, le spin électrique, magnétique, puis à un moment donné, on dirait il tombe à l'envers. Oui. Au lieu de tomber, il tombe dans le ciel. Oui, oui. Parce qu'il crée un champ. Oui. John Hutchison. Ouais. Oui, on est en contact depuis très longtemps. Oui, en fait... on est sur le bord de découvrir. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que déjà des militaires ont déjà la main sur ces inventions-là ou ces découvertes-là? Il y a eu des découvertes, c'est sûr, qui sont pas reliées, qui sont pas accessibles au public, qui sont dans les instituts militaires et industriels, qui ont des capacités de contrôler la gravité. C'est juste que l'approche qu'ils ont prise n'est pas nécessairement une approche qui est utilisable
parce qu'ils utilisent des forces d'énergie, des sources d'énergie très, très nocives, comme Antimatière? non, de la fusion ou la fission atomique. Ouais. Et donc, ça a des effets très négatifs sur les pilotes ou sur les gens qui volent au-dessus. Ils font aussi beaucoup de retro-engineering à partir des ovnis qui ont crashé, qui disent, là. Ouais. Et puis que, donc, ils n'ont pas été, eux, dans le laboratoire comme vous. Ils ont été dans le garage. Oui. Ils prennent l'OVNI, puis ils dissèquent, puis ils essayent de comprendre comment ça marchait. Mais c'est pas la même chose que de faire le chemin de découvrir par étapes. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai été invité à les aider à faire ça, mais j'étais pas intéressé. Évidemment, vous savez, une civilisation qui a des milliers d'années ou des millions d'années sur nous ont des technologies très, très, très avancées qui sont très difficiles pour nous-mêmes de rétro-engineering. Et donc, c'est pas nécessairement évident que parce qu'ils ont la bébelle, qu'ils comprennent comment elle marche. Ouais. Et surtout si elle a été endommagée. C'est-à-dire que un champ gravitationnel qui crée ces effets-là, c'est un champ qui est en contraction vers l'infini. Et donc, s'il devient instable, il n'explose pas, mais il implode vers l'infini. Donc, le système presque disparaît, c'est-à-dire que c'est comme un trou noir. Oui, c'est presque un trou noir. Black hole. Oui. Et donc, c'est pas évident que ce qu'ils ont réussi à récupérer des ovnis qu'ils ont descendus, parce que les ovnis, ils crachent pas tout seuls. Et avec les radars, là, souvent, là, ils ont joué avec des ondes, Ouais. puis ils ont fait perdre le contrôle de navigation. Oui, avec des impulsions électromagnétiques envoyées pour déstabiliser. Donc, vous savez, il y a beaucoup dans ce sujet-là. Et c'est pas nécessairement évident. Et ça fait longtemps que je fais des innuendos, je parle de la possibilité des extraterrestres, de fait qu'il y a beaucoup de planètes, qu'on découvre des planètes partout, qu'on découvre de l'eau partout. J'essaie d'ouvrir le monde à ce concept-là et d'aider à préparer la population parce que comme Stephen Greer et d'autres, j'ai l'impression que ce ne sera plus long que dans les prochaines 10 ans, les prochaines 15 ans, il va y avoir des contacts directs. Et je pense que la population en fait beaucoup plus près que les gouvernements pensent. Oui, c'est que les gouvernements ont peut-être peur de perdre le contrôle. Oui. Oui, c'est plutôt les gouvernements qui ont peur, qui sont pas prêts. Mais j'ai aussi, je peux le dire, été dans des conférences très privées avec l'industrie, avec des gens qui avisent les gouvernements et tout ça. Parler de ces choses-là, des technologies qui s'en viennent, mais aussi de comment l'insertion de la connexion avec la communauté galactique peut se faire. Et donc, il y a un mouvement qui se fait. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que les fameux extraterrestres ne sont pas belliqueux, dangereux pour l'humanité. Ils sont même extrêmement prudents. Comme un scientifique en ethnologie, il n'ira pas dans une tribu primitive d'Amazonie. Il va les regarder de loin comme eux semblent faire avec nous. Oui, absolument. Et ça, je suis convaincu. Puis, un autre personne qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, comme Stephen Greer, est d'accord avec moi. On est tous les deux on a tous les deux eu des connexions directes, mais aussi à partir du travail qu'on a fait, on est tous les deux convaincus que ça, c'est des programmes, tous les choses qui sont passées qui étaient très négatives et tout ça, c'était en fait des programmes gouvernementaux,
mais non pas les vrais extraterrestres qui viennent de la galaxie parce que même logiquement, il y a toutes sortes de problèmes avec cette idée qu'ils viennent nous envahir et tout ça. C'est que il y a des milliards et des milliards de planètes. Si vous avez la capacité de passer à travers la galaxie, je vous assure, vous n'avez pas besoin de venir envahir la Terre. Et puis, l'idée que s'ils voulaient envahir la Terre, ça arriverait en quelques minutes parce que leur technologie est tellement plus avancée que la nôtre. Ça serait pas long. Et donc, puis aussi, il y a beaucoup d'évidence qu'en fait, ils nous ont protégés depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Et encore aujourd'hui. Oui. On a vu Tchernobyl, on a vu Fukushima, on avait l'impression que c'était pour être la fin. Avec des radiations qui n'en finiraient plus à Fukushima. Et là, il y a des gens qui disent, oui, mais il y a une intervention qui nous protège de certaines choses. Et puis, il y a des silos atomiques. Quand ils ouvrent pour envoyer des fusées intercontinentales à ogive nucléaire. Oui. Ça c'est bien documenté. Oui. Par les militaires qui ont déclassifié il y a eu beaucoup d'incidents pendant la guerre froide. Ouais. La guerre froide est restée froide parce qu'à chaque fois qu'on essayait de pousser le bouton rouge, les ovnis apparaissaient et tout était... Donc, pour l'avenir, êtes-vous optimiste, pour terminer, là, Nassim Haramein, êtes-vous optimiste quant à l'avenir du monde? Tout le monde a peur d'un conflit nucléaire qui détruirait tout. Pensez-vous qu'il est trop tard? Ils ont manqué leur coup, il n'y aura pas de conflit nucléaire. Je pense... Ils ne laisseront pas faire ça, les extraterrestres. Je suis très optimiste. Ouais. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on fasse notre part. C'est-à-dire que si on grandit pas, si on devient pas plus mature de la façon qu'on utilise notre technologie et tout ça, ils pourront pas nous sauver de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on par exemple, si on détruit notre environnement jusqu'au point où on peut plus vivre, mais qu'on a toujours la mentalité de tirer sur l'un sur l'autre, ils peuvent pas sauver une civilisation qui est comme ça. Tu peux pas sauver le monde contre leurs propres difficultés. Donc, je pense que je suis très optimiste, mais en même temps, je sais qu'on a du travail à faire, puis que chaque personne qui fait son travail interne, chaque personne qui se connecte aux civilisations galactiques, chaque personne qui devient un petit Bouddha dans leur propre vie, fait une grosse différence pour la planète dans notre évolution. J'aurais mille et une questions encore à vous poser, Nassim Haramein. Stephen Greer est devenu écologiste. Ces mouvements, maintenant, c'est plus de l'ufologie, c'est de l'énergie libre. Ça a été toutes les techniques. Et vous aussi, vous travaillez dans le but d'énergie libre aussi, j'imagine. Absolument. Nikola Tesla, c'était l'électricité gratuite pour tout le monde, jusqu'à ce que Morgan dise « Hey, on va faire de l'argent avec ça. Je sais, directement, et Steven aussi, qu'on a vu des technologies qui fonctionnent, genre, vous savez, et c'est pas nécessairement évident de les amener au public, mais ça va arriver. Et ça va arriver aussi avec le contrôle de la gravité qui maintenant est presque sorti parce que il y a des laboratoires en Finlande, par exemple, qui ont créé des champs gravitationnels, des beams gravitationnels. Il y a à partir d'un disque qui tourne dans un liquide très froid. Aussi, il y a eu ces expérimentations-là étaient reproduites en France. Il y a le EM Drive, je vais présenter ça dans quelques minutes. Donc, il y a toutes sortes de technologies maintenant qui sortent et ces technologies-là démontrent qu'il y a une énergie du vide dans l'espace qu'on n'a pas, qui était dans la physique, mais qui n'ont jamais été vraiment appliquées et qu'on commence à comprendre comment utiliser cette énergie-là et comment la diriger pour créer des champs gravitationnels, puis ça va changer notre monde. Le problème, c'est que les gens qui travaillent comme vous dans de la matière, ça va. Mais il faudrait travailler aussi dans l'esprit, dans la conscience du monde. Et ça, c'est pas facile. Il n'y a pas de potion magique pour les rendre bons.
Il y a des méchants. Tu peux pas dire demain matin, ils vont devenir bons, ils vont devenir écologiques, ils vont penser au bien de tout le monde. Hein? Il n'y a pas de formule magique pour ça. Là. Non, il n'y a pas de formule magique, juste la maturité, je pense, puis aussi les échecs. C'est souvent les échecs qui nous font grandir. On espère que ça va pas prendre un échec de toute notre civilisation pour que ce monde-là grandisse. Mais je pense qu'on arrive... Et on voit les changements se passer à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a du monde à l'intérieur des agences, il y a du monde à l'intérieur des militaires, il y a du monde à l'intérieur des gouvernements qui changent, ils réalisent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils faisaient, et ils veulent changer les choses. Et aussi, il y a les nouvelles générations qui rentrent au pouvoir maintenant. Ouais. Et les nouvelles générations sont très écologistes, sont très conscients des problèmes de pollution et tout ça. Et donc, ça change vite. Est-ce que ça va changer assez vite pour qu'on puisse faire ce moment crucial dans notre évolution? Je pense que oui. Je pense qu'on est sur une bonne piste, puis je pense que moi, je suis très encouragé. Bravo. Bien, je vous remercie beaucoup, Nassim Arman. Bienvenue au Québec. Merci. Chez vous. C'est le fun de parler en français, en québécois. En québécois. Ouais.